Donc, du coup, on va commencer. On va essayer d'être relativement strict avec l'horaire. Tout d'abord, j'aimerais dire, bien sûr, bienvenue à tous ceux qui se joignent à nous ce soir. C'est le 11e de nos conversations et le 4e de notre 3e module sur, enfin, globalement, ma sortie sous notre meilleur jour. Et ce soir, on va se focaliser sur nos écoles. C'est évident que pour promouvoir le mouvement de ma sortie, les écoles, l'éducation est essentielle. Cela dit, c'est plus difficile que vous risquez de ne le penser. Moi-même, quand je suis arrivée à Londres, c'était évident que je voulais que mes enfants aillent à l'école juive et école après école. Nous avait répondu qu'ils ne voulaient pas des enfants d'hérétiques, de ceux, enfin, il n'y avait que des équipes qui voulaient bien de nos enfants. Et moi-même, je faisais partie des luttes pour fonder les premières écoles juives non orthodoxes. La question de comment éduquer et former nos enfants de façon à être cohérent avec ce qui se passe dans nos communautés reste une question essentielle et difficile. Il existe de nos jours, heureusement, quelques écoles qui sont soit des écoles assorties, soit des écoles qui servent plusieurs communautés. Ce soir, on a 3 écoles et des représentants de chaque école vont nous parler ce soir de leurs écoles et les défis que cela implique, y compris le rôle d'une éducation juive et sur la scène de l'éducation des enfants. Moi-même, j'attends avec impatience d'apprendre des choses de leurs expériences. Je voulais vous rappeler qu'en bas de l'écran, il y a un onglet et sur cet onglet, vous pouvez choisir soit anglais, soit français, soit l'espagnol. Et bien que même si vous écoutez ce soir en anglais et vous n'avez pas besoin d'interprétariat, il faut quand même sélectionner, choisir anglais. Il faut choisir un des canaux. Un des canaux. Allô, allô? Okay, on va commencer avec Marc Chauffrin, qui est le proviseur d'Alma, qui est une école primaire à Londres, que je connais depuis des années. Marc, j'espère que vous allez nous présenter un peu l'école Alma à Londres et ce qui le distingue en tant qu'école. Merci. Erev Tov, bonsoir à tout le monde. Merci, Kraïm. Je comprends qu'on n'est pas tous des anglophones, donc je vais essayer d'aller un peu plus lentement. Je suis désolée, mais le son n'est pas bon pour moi. Karim m'avait demandé de vous donner un peu quelques éléments de notre histoire. Alma n'est pas
une école m'a sorti à proprement parler. Nous sommes une école inclusive. On est presque neuf. L'école a ouvert en 2013 dans le cadre d'un programme gouvernemental au Royaume-Uni qui encourageait la création de nouvelles écoles pour qu'il y ait plus d'écoles implantées dans des communautés. Du coup, plusieurs courants de judaïsme au Royaume-Uni se sont rassemblés pour former et fonder notre école en 2013, où on avait une classe. Et actuellement, enfin, c'est-à-dire depuis 2019, mais c'était l'année Covid, on avait une école primaire et toutes les classes. Et donc, l'année dernière, notre première cohorte est partie et passée au collège. Maintenant, j'aimerais vous parler de notre éthique. On a un journal. Et là, à l'écran, vous pouvez voir un peu un article écrit par un des élèves. Au début, on avait 30 enfants. Depuis, actuellement, il y en a 210. Il y a beaucoup d'administration et de bureautique. On avait aussi rénové, c'est-à-dire que le bâtiment de l'école appartenait à la police avant que nous nous installions. Et donc, on avait fait des rénovations énormes. J'espère que vous comprenez qu'il y a une certaine... je taquine un peu. Hein. Alors, avant mon arrivée, il y avait des débats sur leur cahier de charges. Il était décidé qu'on allait accueillir tous les courants de judaïsme, des enfants de familles de tous les courants. Et là, vous avez dit que le son n'est pas génial. Oui, il discute du fait que le son n'est pas très clair, n'est pas très bon. Il fait ses excuses, mais voilà, il n'y a rien à faire. Alors, nos valeurs, quelques mots. Quand je parle aux parents, parten y poner el foco en el aprendizaje. Cuando los padres buscan un colegio en el Reino Unido, está claro que el aspecto religioso es una de las cosas que buscan, pero es solo una. Il y a plusieurs attentes. Déjà, que pédagogiquement, il y a un niveau d'excellence pour l'apprentissage. Maintenant, le programme national au Royaume-Uni peut être un peu aléatoire et il y a aussi des contraintes. Pour nous, on essaie de fournir un apprentissage qui est à la fois profond et large. C'est important qu'on se soutienne mutuellement. Quant à nos valeurs juives, c'est très important pour nous
Et on passe pas mal de temps à travailler, à discuter de comment présenter et comment ancrer et intégrer nos valeurs juives. Les rapports entre la vie juive et tout ce qui l'entoure, comment on intègre les valeurs juives dans notre pédagogie et dans notre programme sont des questions critiques pour nous. Tous les ans, on revoit la question de l'expérience juive qu'on fournit aux enfants. Alors, dites-moi si le son continue à passer. Donc, on cherche à promouvoir un engagement profond pour les élèves avec des textes juifs. Il y a ce qu'il appelle un processus juif et c'est essentiel que les enfants soient engagés là-dedans. Avec une collègue, j'apprends aux enfants en CM2 l'idée de la roquette, les disputes. On a commencé par les disputes entre Shammai et Hillel. Aujourd'hui, on a discuté du Baal Shem Tov et de Gaon de Vilna. Et c'est pas, nous, notre approche, c'est pas d'apprendre de l'extérieur, mais d'avoir l'expérience eux-mêmes, c'est-à-dire ils expérimentent les disputes eux-mêmes aussi. Tout au long de l'année, on a pas mal d'activités centrées sur la vie juive, les Chagim, mais à d'autres moments aussi. Je reviendrai là-dessus. En parallèle, on apprend des langues aussi. Normalement, il y a 4 heures d'hébreu. Je sais qu'en Europe, on a l'habitude d'apprendre des langues étrangères, mais au Royaume-Uni, c'est beaucoup. Donc, de 40 à 50 minutes de l'hébreu, à peu près 4 fois par semaine. Et on encourage de cette manière-là l'amour de l'hébreu et que les enfants aient l'idée que l'hébreu, c'est en quelque sorte leur propre langue. On met l'accent aussi sur l'intelligence émotionnelle de nos enfants. À chaque fois que les parents s'inscrivent un enfant, c'est un don qu'ils nous font. Et nous cherchons à nourrir chaque enfant. Alors, depuis 18 mois, c'est un autre défi. Je suis sûre que vous avez tous eu les mêmes expériences. Donc, on a trouvé d'autres ressources, Zoom et autres, pour contrer les effets néfastes du Covid sur l'apprentissage et la sociabilité de l'école. Je sais que ça fait un moment que je parle. Chaim, est-ce que je pouvais juste vous donner une petite idée de l'ambiance. J'aimerais aussi dire 2 mots sur ce qu'on envisage pour l'avenir et aussi nos idées par rapport à l'apprentissage. Voilà,
Là, on a des enfants de CE1 et des activités. Ben, vous voyez ce qu'ils avaient produit. Donc, on essaie de leur apprendre des traditions, les habits et le rapport à l'identité juive. Donc, ils ont l'occasion de créer leur propre kippot. Vous voyez ça à gauche. Il y en a où, parmi les élèves, où il n'y a personne qui porte le kippa, où il n'y a que des hommes, mais tout le monde a cette expérience à l'école. Pour pouvoir accéder au noyau de la tradition juive. Donc, on leur apprend le Tanakh, plutôt en anglais. Et là, on est déjà en C1. Là, l'histoire du roi David. Ils ont 8 à 9 ans, finalement. Et on essaie aussi de se servir de la technologie de façon créatrice pour générer des commentaires, la réflexion qu'on partage en ligne ensemble. C'était pendant le confinement. Et ça, par ailleurs, c'était en 6e. Maintenant, comment est-ce qu'on envisage l'apprentissage? Pour nous, ce qui est essentiel, c'est un monde fondé sur la bienveillance. Aussi, qu'on peut aller faire des tikkun olam, identifier des problèmes et travailler à les résoudre. Pour moi, ce n'est pas une vision uniquement ma sortie, mais c'est une vision juive et aussi un objectif juif. Et il me semble que toute famille juive peut s'inspirer de cette idée. Je crois que j'ai parlé un peu trop longtemps. Désolée. Chaim va quand même poser quelques questions. Il demande quelques précisions. Est-ce que vous pouvez me dire un peu comment l'école aborde la tefila? Est-ce que ça fait partie de la vie de l'école? Et aussi la question de mixité. Je sais que dans les écoles traditionnelles, les écoles juives traditionnelles, ils savent ce qu'ils veulent apprendre aux filles, ils savent ce qu'ils veulent apprendre aux garçons. Bon, il y a une diversité de familles à notre école et on est très, très clair qu'on n'observe aucune distinction dans la pédagogie pour les filles par rapport aux garçons, sauf quand les familles, sauf le cas échéant, quand les familles nous disent qu'ils ne veulent pas que l'enfant porte le kippa, on n'insiste pas. Si les familles nous demandent de ne pas donner aux filles des kippotes, on respecte cette demande. Par contre, les enfants sont tous, on s'attend à ce que tous les enfants participent à la tefila et à toutes nos activités. On ne sépare pas, on ne différencie pas les filles et les garçons. Tous les jours, il y a de la prière d'une façon ou d'une autre. Par exemple, le mardi, mercredi et jeudi, il y a Shachrit. On a écrit notre propre sidour. Je partagerai avec vous sur l'écran dans quelques instants. Et notre sidour est le reflet de plusieurs traditions juives au Royaume-Uni.
je cherche pour pouvoir partager. Bon. Et le vendredi, il y a aussi Kabbalat Shabbat avec la communauté tout ensemble. À notre école, on s'attend à ce que tous les enfants y participent, même les enfants de 11 ans qui sont trop cool pour faire comme ça. Notre école, la plupart des enfants aiment beaucoup ces moments de prière et on est, à façon de parler, on est chassidique dans notre façon de mener les offices de prière. Mais ce n'est pas notre boulot de juger les courants du judaïsme. Donc, ce qui était à l'écran pendant 2-3 secondes nous montrait qu'il y avait une précision dans leur sidour qui disait dans différentes communautés, cette prière se termine différemment. Ici, vous voyez qu'on a des traditions différentes. Par exemple, entre les communautés massorti et les communautés orthodoxes, Mashiv Haruach ou Morid Hageshem, ou bien la communauté libérale était figurée en bas. Donc, il faut que les enfants comprennent qu'il y a plusieurs façons d'être juif et on n'est pas menacé par cette différence. Merci beaucoup, beaucoup. Du coup, on va voyager de Londres à Paris, où on va voir une intervention de José Velstrot, qui est la directrice de l'école moderne juive à Paris. Esta escuela reunimos a todo tipo de judaísmo, todo tipo de práctica.
qui enseigne l'hébreu moderne, l'étude des textes bibliques en hébreu, l'étude des fêtes en hébreu et l'étude des lois, enfin de tout ce qu'on appelle les dynimes en hébreu moderne. Donc, tout se fait en hébreu moderne. Les enfants bénéficient en fait de 8 heures d'enseignement juif, donc d'études juives, uniquement en hébreu. Donc ça, c'est vraiment la spécificité du projet. Pourquoi on met l'accent sur l'hébreu moderne? Parce que pour nous, c'est très important que l'enfant puisse donner du sens à sa pratique, puisse comprendre ce qu'il fait, puisse comprendre ce qu'il vit. Donc ça se traduit par un judaïsme vécu et vivant au quotidien à travers les fêtes juives, à travers des moments qui sont des moments vécus. On essaye le plus possible vraiment de vivre des moments très très forts. Par exemple, on se rassemble sous la souka, à Soukot, on a des moments de Seder, de Rosh Hashanah qui sont vécus, on va avoir un moment de Kabbalat Shabbat tous les Shabbats, qui est un moment très important et qui est vécu chez tous les enfants. L'étude des textes bibliques se font en hébreu moderne, ce qui permet en fait de faire le lien entre l'hébreu moderne et l'hébreu du texte biblique. Donc, on utilise une méthode qui s'appelle la méthode Talam, qui est une méthode canadienne et qui fait justement le lien entre l'hébreu moderne et l'hébreu biblique. Alors, l'école aujourd'hui rassemble 200 élèves sur 8 classes. Nous avons des enfants qui commencent à l'âge de 3 ans jusqu'à l'âge de 11 ans, donc jusqu'au CM2, c'est-à-dire la Kita He. Et là, nous sommes en train de développer donc le collège. Donc, on va commencer avec la création du collège. Alors là, la création du collège, elle va poser de nouvelles priorités puisqu'on a un nouveau référentiel de compétences pour les études juives pour le collège avec la création de cette 6e. Puisqu'on est à l'aube de la bat mitzvah et de la bar mitzvah, c'est un moment qui est très important. Notre volonté, c'est de donner un enseignement équivalent aux filles et aux garçons, de leur donner accès au texte biblique, accès à la pensée juive, accès au ta'amim. Autant les filles que les garçons doivent avoir cette possibilité. Si les filles font leur bat mitzvah dans une communauté massorti ou dans une communauté libérale, qu'elles puissent accéder au texte biblique, au texte et lire dans le texte biblique pour leur bat mitzvah, c'est important. Donc, cet enseignement, il est vraiment très important dans la préparation à la bat et la bar mitzvah. Et notre volonté, c'est vraiment, au moment du collège, de développer un esprit critique. C'est-à-dire que nos enfants, ils travaillent le texte avec la volonté vraiment de développer un esprit critique et d'actualiser l'étude du texte avec la vie quotidienne. Donc ça, c'est vraiment ça va être notre priorité au niveau du collège. De manière générale, sur l'ensemble du projet d'école, on a une partie très, très importante qui est consacrée à l'éducation informelle. L'éducation informelle fait partie vraiment de notre vécu au niveau de l'école. Et tous les moments de fêtes juives sont des moments qui sont très festifs. On essaye de faire en sorte de vivre un judaïsme positif. On essaye de ne pas être dans le dogmatisme, de ne pas être dans le jugement de ce qui se vit à la maison. Il n'y a aucune volonté, bien sûr, de prosélytisme auprès de nos élèves. L'idée, c'est de respecter ce que l'enfant, en tant qu'individu, en tant que famille, vit à la maison. Donc ça, c'est très important aussi de ne pas être dans le jugement et de ne pas juger ce que l'enfant vit à la maison, que ce soit sa cacheroute, que ce soit sa fratrie, que ce soit son judaïsme. Ça, c'est très important. On a une véritable volonté d'ouverture sur le monde. Vraiment, l'école est ouverte sur le monde. On accueille à la fois des rabbins, des communautés très, très différentes dans Paris. On peut accueillir, par exemple, à l'école pour un moment de fête sous la souka, le grand rabbin de France. On peut accueillir un rabbin libéral,
une femme rabbin. Voilà, on essaye de montrer aux enfants la diversité des judéités et de la diversité de ce qui existe en France ou dans le monde entier. L'idée, c'est vraiment de leur montrer qu'il y a différentes manières d'être juif et qui construisent après par eux-mêmes leur identité juive. Ça, c'est très important, de leur montrer vraiment toute forme de judéité. Donc, ça, c'est vraiment dans la construction. Sur l'éducation informelle, au niveau de l'ouverture sur le monde, c'est vrai qu'on va essayer d'ouvrir les enfants sur différentes communautés. On peut aller vivre une Kabbalat Shabbat dans une communauté libérale à Paris. On peut aller vivre une tfila dans une communauté consistoriale. On peut vivre des moments dans des communautés différentes pour vraiment montrer aux enfants qu'il y a des sidourim différents, qu'il y a des manières différentes de prier. C'est vraiment les ouvrir à ces différentes judéités. On ouvre également beaucoup les enfants sur la culture. On donne une place très, très importante à l'histoire juive. On sort avec nos élèves tous les mois de manière très régulière à l'extérieur de l'école parce qu'on considère que la vie juive ne se limite pas seulement au cadre de la classe, mais qu'on peut apprendre aussi énormément à l'extérieur. On insiste beaucoup sur l'engagement dans la cité, c'est-à-dire l'engagement en tant que citoyen. Comment nos élèves vont justement être dans l'aide, par exemple, des plus démunis, aider les pauvres, aller fabriquer des colis de Pessah au moment de Pessah, aller visiter des personnes âgées pour donner de leur temps et aller chanter ou vivre des moments avec les personnes âgées. Ça, c'est très important. On a des projets comme ça intergénérationnels qui sont très, très forts. On essaye vraiment d'être dans ce don auprès des autres et de leur montrer que ça fait partie aussi de la construction de notre identité que de donner du temps à des personnes démunies, à des personnes qui sont dans le besoin. Ça, c'est très, très important. On peut aller faire des courses pour des personnes âgées, pour leur montrer vraiment, pour développer cette sensibilité du don et du partage avec l'autre. Ça, c'est très, très important. Au niveau de l'ouverture culturelle, les enfants également ont un lien très, très étroit avec Israël, puisque l'hébreu moderne est au centre de nos apprentissages. C'est vrai que les enfants, en fin de cycle, en CM2, avant de rentrer au collège, vont aller en Israël vivre un voyage d'une semaine pour vraiment visiter Israël, passer un Shabbat plein à Jérusalem. Ils vont vraiment parcourir Israël, à la fois sur le développement des nouvelles technologies, sur l'histoire du pays, sur les différentes immigrations, la construction du pays. Voilà, il y a ce lien très, très fort dans notre école avec l'État d'Israël. Ça, c'est très, très important. Et c'est vrai qu'au niveau de la langue, quand ils arrivent en Israël, ils ont un très, très bon niveau de langue. Donc, on peut arriver, par exemple, dans des musées, dans les musées des sciences ou dans des musées en Israël. Ils n'ont que des intervenants israéliens et ils comprennent très, très bien la langue parce qu'ils ont ce très bon niveau de langue en fin de CM2, en fin de Kita He, quand ils terminent chez nous. Donc, le volume horaire… A esa altura. El volumen horario consagrado a 8 heures d'enseignement juif par semaine, ce qui est quand même important. Sur les 8 heures d'enseignement juif, il y a 3 heures qui sont consacrées à la langue proprement dite. On a à peu près 2 heures et demie qui sont consacrées au Chumash, à l'étude des textes bibliques. Et ensuite, on a environ 2 heures et demie qui sont consacrées aux fêtes, à la tfila et au judaïsme vécu et vivant, à tous les moments festifs de l'école. Rosh Chodesh, par exemple, c'est un moment important. On va rassembler toute l'école, on va faire une tfila collective au moment de Rosh Chodesh. On va essayer de ponctuer à différents moments du parcours des rituels. Au moment du CP en Kita Aleph, quand les enfants rentrent au CP,
on va leur remettre leur sidour, il y a une remise du sidour. En kitabet, on va leur remettre leur chumash puisqu'ils vont commencer à rentrer dans l'étude des textes bibliques. On essaye de ritualiser des moments importants de la vie scolaire dans la construction voilà, de leur identité. Donc ça, c'était pour la part de l'histoire, pour la part des programmes. Après, les problématiques que l'on rencontre, puisque vous m'avez posé la question, toute la difficulté, je dirais, de notre projet, c'est d'arriver à faire vivre ensemble ces différentes judéités. Alors, c'est vrai que, par exemple, cette année, on a rencontré des difficultés, pour vous raconter un petit peu, les familles qui sont Shomer Shabbat, Shomer Kashrut, qui font partie des familles, je dirais, les plus orthodoxes modernes de l'école, à un moment donné, peuvent ne plus se reconnaître dans notre projet. Donc, ils sont en demande de davantage, vous voyez. Donc, on doit toujours jongler, en fait, avec ce pluralisme et ce grand écart qu'il peut y avoir entre les différentes pratiques. En tout cas, au niveau de la table, du moment du repas, par exemple, on fait les bénédictions avant et après chaque repas, le Birkat Hamazon. Les enfants portent la kippa lorsqu'ils font les bénédictions, lorsqu'ils sont à table. Ils portent la kippa lorsqu'ils prient le matin pour faire la tfila. Et ils portent la kippa au moment de l'étude des textes bibliques. Voilà les 3 moments où on a décidé qu'on portait la kippa. On peut avoir des filles aussi où les parents demandent à ce que les filles portent la kippa. Ça, c'est tout à fait possible aussi. Ça existe tout à fait. Je ne sais pas si vous avez des questions. Thank you very much, José. That was Merci, José. That was just wonderful. One second. C'était merveilleux. Right, back to the English channel. Okay. I just wanted to ask you Je voulais juste vous demander, je voulais juste poser 2 questions pour des précisions. Il me semble qu'au début, vous avez dit qu'il y avait 3 communautés fondatrices de l'école. Est-ce qu'il y a des tensions parmi les courants, les mouvements? Et comment faites-vous pour négocier parmi ces communautés? Autre question, c'est le marché à Paris pour ce type d'école. Bon, il y a des écoles Lubavitch, il y a des écoles orthodoxes, mais vous êtes la seule et unique comme vous êtes. Il y a beaucoup de monde ou il n'y a pas trop de demande? Que veut le marché? Première question, c'est vrai que les communautés fondatrices étant les communautés libérales de Paris et la communauté Massorti, au départ, l'école a été connotée comme une école libérale, c'est vrai, mais ça n'a pas été facile au début parce que du coup, pour rassembler les différentes judéités dont je parlais, qui était vraiment notre ambition, hein, notre désir, c'était vraiment de rassembler tout le monde. C'était pas facile. Je pense que le minimum commun des éclaireurs israélites de France dont j'ai parlé, qui est ce minimum commun de pratique, c'est vraiment ça qui nous permet de vivre ensemble. C'est-à-dire la Kashrut Beddin à Paris, les jours de. Par exemple, il y a eu un débat à la création de l'école sur les 2 jours de Yom Tov. Les communautés libérales voulaient que le 2e jour de Yom Tov, l'école soit ouverte. C'est une vraie question. Et c'est vrai que moi, j'ai beaucoup insisté en disant, si le 2e jour de Yom Tov, l'école est ouverte, alors des familles qui sont plus traditionnelles, des familles qui sont plus orthodoxes, ne pourront pas être accueillies dans notre école. Et comme on veut ce véritable vivre ensemble, alors il faut que les 2 jours de Yom Tov soient chômés. Donc ça a été des décisions qui ont été prises à la création, tout à fait, pour faire de ce projet vraiment un projet vraiment pluriel. Voilà le type de questions qu'il y a pu y avoir dans les commissions, tout à fait.
Alors, sur la deuxième question, qui est l'étude de marché, c'est vrai que à Paris, aujourd'hui, les écoles sont beaucoup plus traditionnelles, beaucoup plus orthodoxes, et que notre projet, il est arrivé comme un projet vraiment très nouveau. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y a un potentiel énorme, énorme d'accueil. Aujourd'hui, j'ai des listes d'attente incroyables. Les parents sont en demande d'un projet d'ouverture, en fait. Ils sont très, très intéressés par ce type de projet qui est vraiment ouvert sur le monde. En fait, notre projet, c'est une véritable alternative avec l'école française académique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils n'auraient pas mis leurs enfants dans une école juive traditionnelle, mais l'école juive moderne correspond à cette alternative pour eux. Ils auraient choisi l'école publique ou l'école bilingue, anglaise, vous voyez ce que je veux dire, ou une école privée, mais ils n'auraient pas choisi l'école juive telle qu'elle existait. Et l'école juive moderne, elle vient répondre vraiment à une véritable nécessité, de par l'étude de la langue, de l'hébreu moderne, ça c'est très important, et aussi de par cette ouverture, vraiment cette ouverture sur le monde que l'on ouvre à nos élèves. On a énormément de liens, par exemple, avec les écoles catholiques. Vous voyez, on fait beaucoup. Moi, j'ai une école, j'avais pendant 10 ans une école catholique en face de l'école. On nouait des partenariats entre le vécu de leur fête catholique à Noël et nous, Hanouka. On échangeait énormément sur nos pratiques. Donc, il y avait vraiment cette proximité. Et je pense que c'est très intéressant justement d'ouvrir sur les autres religions. Et ça fait partie aussi de notre projet. Thank you very much. Merci beaucoup. Il faut passer la parole à notre dernier intervenant, Jonathan Marcus, de l'école Massorti de Berlin. Je voulais vous remercier surtout, Jonathan, parce que vous êtes venu au dernier moment, dans la mesure où le proviseur ne pouvait pas venir au dernier moment. Si j'ai bien compris, Jonathan Marcus, vous êtes le PDG de l'école à Berlin. Donc, dites-nous en quoi c'est unique. Bonsoir à tout le monde et merci Chaim de m'avoir invité et de mes collègues pour ce qu'ils nous ont raconté de leurs écoles qui m'inspirent. La nôtre était relativement neuve, ça fait 3 ans. On avait l'idée et en moins d'1 an, on avait réussi à ouvrir notre école. Ce qui est quand même un exploit. Ce Zoom, je me retrouve dans une de nos salles de classe. À mon avis, c'est un bureau, mais bon. Pourquoi est-ce que les parents sont enthousiasmés pour une école Massorti à Berlin? Parce que depuis quelques années, il y a une renaissance, façon de parler, mais une renaissance de l'école juive en Allemagne. Il y avait, il y a 30 ans, un intérêt pour créer plus d'institutions juives et l'éducation juive avec. Mais dans les essais et les efforts d'établir des communautés juives, les communautés sont souvent dominées par l'orthodoxie et elles ont leur propre dynamique, mais la communauté Massorti a depuis plusieurs années eu des écoles de kindergarten avec une certaine réussite et les parents voulaient que ça continue en quelque sorte.
in today Germany, the phase in the Jewish community is that we see people from all over the Aujourd'hui, en world. Allemagne, Germany, especially to Berlin, it's not anymore on voit beaucoup de gens de partout dans le monde qui arrivent à Berlin, enfin, des Juifs qui arrivent d'Israël, de l'Amérique du Sud, des États-Unis, qui viennent exprès, qui choisissent de s'installer à Berlin, justement pour retrouver un lieu juif, mais divers, qui offre de la tradition et l'histoire, mais aussi de la modernité. C'est le moment pour la communauté massortie de poser ses valeurs dans le paysage de l'éducation juive à Berlin. Du coup, une partie de notre programme des sujets traditionnels. Il y a évidemment un programme d'éducation nationale, les maths, l'allemand, les sciences, mais on rajoute évidemment l'hébreu, l'étude juive. Actuellement, notre école, c'est une école primaire en Allemagne, à Berlin. C'est de CP jusqu'au 6e inclus. L'apprentissage se fait en allemand, mais aussi en hébreu, parce qu'on a une grande communauté israélienne importante à Berlin. Et c'est important d'introduire aussi l'hébreu. Dans notre école, la langue d'apprentissage en hébreu, ça accueille plus d'enfants, alors que dans les autres écoles, le fait d'être israélien et de commencer par ne parler que l'hébreu, c'est une barrière. And this is where we are right now with our school. And unfortunately, I'm not prepared to show you anything like. Malheureusement, j'ai rien à vous montrer de notre vie à l'école de tous les jours. Je suis désolée. Mais quand même, le projet d'une école massortie à Berlin est un projet très important. C'est une façon de faire rayonner les valeurs massorties et la pratique et le courant massorti dans la vie juive. Les fêtes juives, les prières, par exemple, le Shabbat, on va célébrer à l'école et c'est égalitaire, c'est inclusif, on ne fait aucune différence entre les femmes et les hommes et tout le monde peut être Charité-Bourg à notre école. Merci beaucoup. J'ai quelques questions à vous poser également. C'est la seule école qui se définit comme massortie. Les autres sont intercommunautaires. Et est-ce que vous pouvez aborder des conséquences, en discuter des conséquences? Pour moi, c'est évident que les familles qui vont à la synagogue massortie vont s'intéresser à envoyer, à inscrire les enfants à une école massortie. Mais est-ce que ça marche dans l'autre sens? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des familles qui inscrivent les enfants à l'école massortie et ensuite se retrouvent dans une communauté massortie?
Et est-ce le cas aussi des kindergarten? And also, if you could comment on relationships with parents. I've asked. J'aimerais aussi que vous nous parliez des rapports aux parents. Parce que je suis sûre que les parents juifs ont des attentes sur le programme et sur les activités. Et est-ce qu'il y a une pression sur vous? Par exemple, plus Israël, moins sur Israël, plus de tefila, moins de tefila, plus de mathématiques, moins de judaïsme. Quelles sont les attentes et les demandes des parents? Yeah, very interesting questions, also very key questions. As we saw and we see in the kindergarten also in the school. Bon, quant à la maternelle, le kindergarten, oui, ça peut construire ou contribuer à ce sens de communauté. Et donc, c'est clé pour que les gens se rassemblent dans une vie communautaire. Depuis 1 an et demi surtout, quand l'école et les écoles maternelles, enfin, kindergarten, étaient fermées, évidemment. Donc, les rassemblements étaient rompus. Il n'y en avait plus. Et donc, quand les écoles se sont ouvertes, enfin, quand les écoles étaient en ligne, il y avait cette question, est-ce qu'il y a suffisamment de temps passé sur tel ou tel sujet? Et en fait, c'est une question actuelle et un débat issu de pandémie aussi, de la pandémie aussi. Mais à la fin de la journée, les parents veulent ce qui est le mieux pour les enfants. Et bien sûr qu'ils ont des attentes, mais ça dépend aussi de nos résultats. Et nous, notre école a la volonté de continuer à développer avec les parents et leurs demandes. Est-ce qu'il y a des questions du public? Vous pouvez écrire dans le chat, converser. Toute question. Je vous donne 2 minutes. Pour moi, je dois dire que cette soirée était très, très intéressante. Ça fait très longtemps que je suis dans l'ambiance ma sortie ici à Londres, presque 30 ans, avant en Israël. Et de voir que nous rentrions dans de nouveaux domaines, c'est super. C'est clair qu'on mène la vie un peu partout dans divers domaines. L'école est centrale dans la vie des jeunes familles. C'est très important la question de l'école et de l'apprentissage des enfants pour les familles. Et il me semble clair que la réussite de notre mouvement sera en partie due à notre capacité de créer des écoles cohérentes avec nos valeurs spirituelles et notre capacité de ne pas nous contenir dans les murs de nos synagogues, mais aussi de s'ouvrir. Je sais très bien aussi que le monde qui nous entoure change rapidement maintenant. Avec Covid et tous les changements qui s'ensuivent,
que la façon dont on construit la vie juive change fondamentalement. Je ne sais pas comment les synagogues et les communautés vont s'organiser à l'avenir, mais je suis sûre que ça ne va plus être le même, plus être pareil. Et je suis sûre quand même qu'un des piliers sera les écoles. Je voudrais à nouveau remercier nos intervenants qui nous avaient présenté 3 modèles des écoles à pédagogie ouverte qui s'appuient sur des valeurs assorties. Et c'est tellement enthousiasmant. Et là, à Paris, ils ouvrent déjà une classe de 6e. Et à Londres, ça ne fait pas très longtemps qu'on a ouvert un collège vers le lycée. Et à Berlin, de commencer cette école primaire après les années de maternelle ou kindergarten, c'est super. Cette dynamique doit continuer. Je voudrais remercier tout le monde d'être là ce soir. Et je vous rappelle qu'on va terminer cette unité dans 15 jours où on va discuter de la tranche d'âge la plus difficile à aborder, les jeunes adultes, soit qui sont à la fac, soit juste après la fac, qui commencent leur vie en adulte autonome. Et la plupart d'eux ne retrouvent pas de place dans nos communautés, voire ne retrouvent pas de place dans aucune communauté juive. Donc, d'ici 15 jours, on va discuter avec des représentants du Marom, qui est l'organisme des jeunes adultes, qui est une partie de la communauté juive qui est difficile mais essentielle. Merci encore d'avoir été ici ce soir et j'espère vous retrouver dans 15 jours. Shalom, on ouvre les microphones pour que vous puissiez vous parler. Thank you very much.